Bien, bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous travaillez bien, et je dis bien, il faut bien travailler. Vous avez le temps, hein. Je répète, vous avez le temps maintenant, il faut profiter de cette occasion pour ne pas le gaspiller, parce que vous pouvez le regretter. Malgré cette conjoncture, malgré ce problème que nous vivons tous, de confinement, il faut travailler. Bien, donc la séance d'aujourd'hui sera consacrée à un sujet très intéressant, très utile par la suite pour vous et pour pas simplement en tant qu'étudiant, même par la suite lorsque vous allez exercer une profession dans le monde de technologie d'information ou d'informatique, si vous voulez, de manière générale. On parle plus d'informatique, on parle de technologie d'information. Alors de quoi s'agit-il? La compression des données, c'est quoi? C'est un codage ou du codage. Bref, c'est du codage, bien sûr. En technologie d'information, si on n'avait pas codifié l'information, on ne pouvait pas la traiter, il faut la codifier. Alors, mais pour parler simplement, la compression des données, c'est un algorithme, c'est une opération informatique, c'est un traitement informatique, c'est un traitement automatique, si vous voulez, qui consiste à transformer une suite de bits, ou si vous voulez, une suite de caractères, en une autre suite de bits beaucoup plus courte, pour réduire sa taille, pour l'optimiser. Donc lorsque on fait ça, c'est tout simplement, ça permet d'avoir, cette information occupe le minimum d'espace, et avec les réseaux, ça permet que cette information va être communiquée très rapidement. Donc la compression, ce n'est pas uniquement quelque chose que vous allez faire, que vous allez sûrement faire sur vos PC, avec des outils graphiques, etc., compressés, etc. Mais si vous voulez, c'est une opération, enfin c'est une technique ou une technologie en informatique qui est très importante, que vous utilisez chaque jour. Même lorsque vous regardez une vidéo, maintenant la vidéo que vous êtes en train de voir, et bien cette vidéo, depuis le site ou la plateforme qui héberge cette information, cette vidéo, et bien lorsqu'il va arriver chez vous, il va subir plusieurs opérations de compression et de décompression. C'est-à-dire afin d'optimiser le transfert d'informations depuis la plateforme jusqu'à chez vous, jusqu'à votre terminal, jusqu'à votre téléphone ou votre PC ou votre tablette. Donc la compression, disons que ce n'est pas uniquement une opération relativement simple, voilà, on prend un fichier, on va réduire sa taille, etc. Non, si vous voulez, c'est une technologie très importante que tout le monde utilise, quel que soit le métier. C'est-à-dire un utilisateur lambda, un utilisateur normal, un utilisateur qui n'est pas informaticien, qui regarde une vidéo, ou qui regarde parfois un site, ou parfois il peut télécharger des choses. Généralement, il a ces informations qui sont compressées pour réduire, disons, la taille et pour réduire le transfert, comme je viens de le dire. Donc, sachez qu'il y a, disons, deux types d'algorithmes. Enfin, c'est un monde important, mais disons, pour simplifier les choses, il y a deux types d'algorithmes. Il y a les algorithmes qui permettent de faire de la compression, la réduction de la taille, si vous voulez, sans perte d'information, c'est-à-dire avoir la même information, c'est-à-dire la comprime, on fait une compression, lorsqu'on va faire la décompression, on va avoir la même information, c'est-à-dire il n'y a pas de perte de données. Et il y a une autre manière, d'autres algorithmes qui permettent de faire de la compression avec perte de données. Alors, je vais répondre rapidement à cette chose-là. Comment ça? On va comprimer des données, enfin comprimer de l'information, on va perdre des choses. Oui, parfois on peut utiliser ce type d'algorithme parce que on n'a pas besoin d'avoir, disons, une information très fiable de la source jusqu'à une information compressée. Un exemple, lorsque vous regardez une vidéo où vous entendez un son, ça peut être audio, n'importe quel, ça peut être une chanson, ça peut être une conférence, etc. On n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes informations, c'est-à-dire que, puisque c'est des choses qui seront interprétées par le cerveau humain. Donc, à la limite, une vidéo, une image ou un son, on peut se permettre, disons, d'avoir une information qui n'est pas
qui n'est pas complète. Autrement dit, l'être humain va interpréter, va comprendre la scène, même s'il y a des détails qu'on ne lui a pas transmis. Donc voilà en ce qui concerne la compression avec perte de données. Mais nous, ce qu'on va s'intéresser, pendant cette séance-là, c'est-à-dire je vous montrerai un petit peu les différents algorithmes, les différentes techniques, surtout les différentes commandes ou les différentes façons de faire la compression. On va s'intéresser, aux outils qui permettent de faire de la compression des données et la décompression des données sans perte d'information. Alors, sachez que ce monde de compression, etc., c'est un monde, disons que c'est développé par les matheux, c'est des techniques par des théories mathématiques et surtout par des théories la théorie de l'information. Alors là, je fais référence à une personne qui a développé cette chose-là, un mathématicien, je crois au début 1900 et quelques, M. Shannon, voilà, je crois que je vais voir la page Wikipédia pour montrer ce monsieur. Voilà. Donc Claude Ehud Shannon est un ingénieur en génie électrique et mathématicien américain il est l'un des pères de ce qu'on appelle, qui a mis en place la théorie, qui a conçu, qui a développé la théorie de l'information. Et entre autres, il a développé, disons, tous ces outils qui permettent de faire la compression et la décompression de l'information. Donc je vous le donne comme ça, vous pouvez voir un petit peu son historique ou avoir de l'information sur cette personne-là qui a fait d'un travail que nous utilisons jusqu'à maintenant. Bien, alors, je reviens à la chose, donc on va traiter cette chose-là. Donc sachez que dans le système GNU Linux, je vais vous donner quand même de quoi on va parler des outils de compression. Il y en a une bonne douzaine d'outils. Alors on va étudier surtout les plus importants. Donc les plus importants, c'est ceux-là. Le fameux gzip pour compresser, le G1zip pour décompresser, le bzip2 pour compresser avec un autre algorithme qui est mieux que celui-là, le b1zip pour décompresser, le xz, c'est un autre outil de compression qui possède des avantages et des inconvénients par rapport à l'autre, et zip également, etc. etc. Donc il y a un certain nombre de choses, donc il y a un certain nombre d'outils. On ne va pas avoir toutes les commandes, etc. Vous connaissez la technique. Chaque fois que je vous parle d'une commande, il suffit de voir la commande. Par exemple, je prends gzip, c'est GNU zip, c'est-à-dire une commande qui a été développée sous GNU Linux qui permet de faire de la compression, et avec G1zip permet la décompression, Z4 permet d'afficher, c'est comme 4, mais simplement ça permet d'utiliser des fichiers compressés. Vous pouvez les afficher sur votre terminal, ou vous les envoyer, rediriger, etc. etc. Donc on va voir toutes ces commandes-là, et on va faire un peu de la pratique pour que vous puissiez les maîtriser. Ce n'est pas la seule, il y a également la commande zip, zip, qui permet également de faire des packages, compresser et archiver des fichiers. Donc c'est une commande assez ancienne qui possède pas mal d'options pour faire et pour disons, compresser plusieurs types de fichiers, etc., afin de réduire leur taille. Donc la même chose pour les autres commandes, vous pouvez les regarder par la suite, etc. Alors on va revenir en détail sur chacune de ces commandes-là. Mais je vais ouvrir une parenthèse, et avant d'entamer ce chapitre et de rentrer dans les détails, etc., de la compression des données, je vais vous parler des choses que vous avez tous reçues comme moi, à savoir les vidéos. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai reçu la majorité des vidéos dites de filière presque dans les temps. Je dis presque parce que la majorité les ont envoyées dans les temps, c'est-à-dire dimanche avant minuit. Certains ont eu de retard, et certains même des retards un peu plus.
Mais malheureusement, je ne peux pas accepter les personnes qui n'envoient pas de vidéo. Je pense qu'il y a quelques binômes. Quelques binômes, ça c'est inacceptable. Je ne peux pas tolérer cette chose-là. À la limite, je vais tolérer les personnes et je ne vais pas être très, très strict au niveau de la notation des vidéos qui sont venues en retard. Bien évidemment, il ne sera pas noté comme les personnes qui ont envoyé dans les délais. Il faut être quand même, les personnes qui travaillent dans les délais, il faut les encourager, ils méritent des notes par rapport à ceux qui envoient des choses. Donc, bref, je vais essayer d'être compréhensif par rapport à ça. Mais je ne peux pas être je ne peux pas comprendre les personnes qui avaient quand même. Ça fait presque 2 ou 3 mois que j'ai proposé des sujets et ils me disent « Ah monsieur, j'ai pas pu, etc. Je suis désolé, c'est inacceptable. Il n'y a pas d'excuse. Je suis désolé. Dans tous les cas, vous savez que ce travail-là est noté. » Ceci étant dit, c'est une mise au point que je voulais faire, mais maintenant revenons au contenu. Donc ça m'a fait vraiment plaisir, j'ai reçu d'excellents travail, de très bon travail. J'ai remarqué que pas mal de personnes ont acquis pas mal d'expérience et de savoir-faire pour réaliser ces vidéos. Alors sur les thèmes, sur la base des propositions que je vous ai faites, il y a certains qui ont pris autre sujet avec mon accord et j'estime que ils ont fait du bon travail. Je dis en général. Bien sûr, il y a certaines vidéos qui ne sont pas excellentes, qui ne sont pas très bonnes, mais moyennes. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment satisfaisant. Donc, comme vous pouvez le remarquer, je vous conseille de regarder les vidéos envoyées par vos camarades, puisqu'ils ont envoyé dans la mail list. Et là, la page qui est devant moi, c'est la page de votre mail list. Donc là, par exemple, c'est la page de la mail list de Génie Logiciel. Il y a la même chose pour Harry. Donc, il y a une page propre à vous, à toutes les vidéos envoyées par votre filière et par les binômes, par vos camarades, etc. Et je vous conseille vivement de les regarder, etc. Alors, il y a des vidéos. Pourquoi je vous conseille de le regarder? C'est parce que, normalement, lorsqu'il y a un examen, lorsqu'il est dans les conditions normales, c'est-à-dire l'examen, vous pouvez avoir des questions, ce genre de choses. On verra comment on va passer l'examen, etc. Mais sachez que c'est fait entre autres pour ça. D'abord pour avoir de l'information, pour connaître d'autres domaines, mais en même temps, d'améliorer vos connaissances et de réaliser des choses. C'est-à-dire, puisque ces travaux sont tous publiés sur le net, et ça permet à nos étudiants également de participer à la publication du contenu qui sera utile, pas simplement pour les étudiants comme vous, mais également pour n'importe quel étudiant du monde. Enfin, tout internaute peut éventuellement regarder vos vidéos, etc. Donc, sur les sujets traités, donc, vous avez un peu de tout. Donc là, je prends la dernière que j'ai reçue. Ce matin, c'est sur le wiki. Il y a le wiki, donc c'est un moyen, c'est-à-dire pour publier de l'information en exploitant ça. Il y a ici, par exemple, un binôme qui a été exploité ou qui ont étudié, qui vous initie un petit peu sur un outil libre qui s'appelle GLPI, qui permet de gérer des parcs informatiques. Et sachez que cet outil-là, vos camarades, ils ont fait un effort pour montrer le maximum possible de choses. Sachez que c'est un outil professionnel que vous pouvez utiliser. Donc ça vous donne de l'information et en même temps, c'est une application qui est développée, qui est une application libre que vous pouvez télécharger et télécharger même les sources pour savoir un petit peu comment les gens qui ont fait cette chose-là, comment ils ont fait, et vous pouvez l'améliorer, l'adapter à votre situation. D'autres ont fait des choses relatives au système, c'est-à-dire serveur FTP. Donc, il y a certains qui ont fait des vidéos sur des langages. Par exemple, là, ici, c'est le langage PowerShell, que je n'ai pas eu le temps pour le traiter, etc. Donc, c'est une occasion de connaître PowerShell. C'est une sorte d'une amélioration du CMD qu'on a traité ensemble. Et d'autres ont traité le langage Python, qui est un des langages qui commence à s'imposer depuis des années. Maintenant, il est parmi les premiers, sinon le premier. D'autres binômes vous ont montré un petit peu comment mettre en place des contenus sur Wikipédia ou fabriquer des blogs grâce à des outils, des plateformes ou des outils qui sont très utilisés. Bien sûr, il y a certains qui vous parlent un petit peu de un système d'exploitation que nous n'avons pas traité, mais que je fais référence souvent, système Android qui est basé sur le noyau Linux.
Et d'autres ont fait même voilà, une vidéo vraiment intéressante enfin, pour vos savoir-faire, vos connaissances. Certains ont fait cette vidéo sur le système GNU Linux. Donc bref, il y a un peu de tout. Je vous conseille, c'est vraiment très utile et sont très intéressantes. Donc la même chose pour la filiale génie logiciel. Il y a certains qui ont traité, enfin un binôme qui a traité le langage Python, d'autres ont traité, je pense, le langage R, d'autres en langage LaTeX et pas LaTeX. Et voilà, et donc certains ont traité Samba, voilà, c'est un outil libre qui permet de faire partager des ressources entre Windows et système GNU Linux, etc., etc. Donc il y a vraiment le langage Perl, langage JavaScript. Voilà, ici même il y a une vidéo sur le dark web, si vous voulez, le web que vous ne voyez pas souvent, qui est caché, si vous voulez. Et là, pourquoi pas, en tant qu'informaticien, il faut être curieux pour connaître un petit peu ce qui se passe, mis à part le web commercial que vous regardez, avec un outil qui s'appelle Tor, qui permet un navigateur qui vous permet de naviguer d'une manière anonyme et sécurisée sur le net. D'autres ont traité LibreOffice, voilà, parce que c'est un outil qui n'est pas, c'est une suite bureautique libre qui n'est pas connue malheureusement. Il est libre, vous pouvez la télécharger et vous n'avez pas de problème juridique lorsque vous, par rapport aux solutions que vous faites, c'est-à-dire vous téléchargez des choses, vous les piratez, etc., etc. D'autres ont traité, voilà, ce binôme qui a traité un outil qui est d'actualité, un outil qui s'appelle Moodle. C'est un outil, c'est une application libre qui permet de gérer le e-learning, l'enseignement à distance de H à Z, c'est-à-dire depuis la mise en place de la plateforme, aider les enseignants à mettre des cours et pour suivi des étudiants, des classes virtuelles, etc., etc. D'autres sont intéressés au logiciel de retouche. Bref, je ne vais pas traiter tout, malheureusement, question de temps, hein, ça ne veut pas dire que les sujets que je n'ai pas cités ne sont pas intéressants. Croyez-moi qu'il y a matière que vous pouvez exploiter, et vous sera très utile par la suite, pour cette année, pour les années prochaines, etc. etc. Et au moins, l'intérêt de cette chose-là, mis à part le côté technique, le côté sujet, etc., vos camarades, chaque binôme, a essayé de vous initier aux technologies, au monde parce qu'il a le temps, avec la recherche qu'il a effectuée. Et la recherche, je vous signale que la majorité des contenus sont très fiables, et là j'insiste là-dessus, et ça sera utile pour votre carrière par la suite. Alors, après avoir reçu l'ensemble des vidéos, je vous ai envoyé un email, voilà, on va le lire ensemble, hein, et je vous explique un petit peu l'intérêt. Parce que j'ai parlé via téléphone avec vos camarades, les délégués de filières. Je vous ai envoyé un document, un mail, en vous demandant de fabriquer, l'objectif c'est de fabriquer un tableau récapitulatif, ou un document récapitulatif de toutes les vidéos réalisées par chaque filière. Chaque filière va réaliser ce document-là. Alors, pourquoi je vous fais ça? Ce document, je vous demande de le faire d'une manière collaborative, c'est-à-dire, je vous donne ici un certain nombre d'outils pour faire de la collaboration, c'est-à-dire, vous allez le rédiger ensemble. Pourquoi ça va vous apprendre l'intérêt pour moi, enfin pédagogiquement parlant, ça va vous apprendre à travailler et à utiliser des plateformes ou des outils qui vous permettent d'apprendre à travailler en collaboration. C'est-à-dire, il y a pas mal de moyens, c'est-à-dire à vous de voir quelques moyens ici, que je crois il y a 5 ou 6 outils qui permettent de rédiger un document ensemble. Donc, c'est ça l'intérêt. L'objectif, c'est que vous appreniez à travailler d'une manière collaborative, parce que ce n'est pas un travail là de faire un récapitulatif, de faire des copier-coller. Non, c'est plutôt de fabriquer un document
qui fait la synthèse et qui permet d'avoir des informations sur toutes les vidéos, une synthèse, c'est-à-dire le nom du binôme, le sujet de la vidéo, un résumé de la vidéo et bien sûr le lien de la vidéo, etc. Donc à vous de vous mettre d'accord. Et ce document-là, je préfère que ça soit fait avec un format standard, c'est-à-dire en HTML, ça serait mieux. Comme ça tout le monde pourra le lire sur n'importe quel navigateur, ou un document texte. Mais bref, moi je préfère celui-là, afin qu'on pourrait le partager et même le publier dans le site de notre école, ou sinon le publier sur le site de notre université, ou même ailleurs. Donc, d'abord, c'est ça l'intérêt, c'est de travailler collaboratif, mais ça nous permettra par la suite d'avoir un document qui sera publiable et dans la chose. Donc j'espère que vous allez travailler dessus et vous exploiter cette expérience pour s'initier au travail collaboratif. Voilà, ceci étant dit, maintenant on va attaquer, après une pause, on va attaquer le sujet de la vidéo, à savoir la gestion des fichiers, la gestion de la compression et comment utiliser les différentes commandes de compression sous GNU Linux. Bien, alors pour faire la compression, c'est-à-dire pour parler pratique et technique, et toujours dans l'esprit d'étude du bash, des commandes bash, bien évidemment pas simple, du shell d'une manière générale, ces commandes ça tourne également dans les différents types de shell. Ça peut avoir sur SH, sur bash, ou sur CSH, etc., etc. Vous trouvez ça, ces outils, ces modules qui permettent de faire la compression. On va voir, il y en a, je vous donne ici la liste, il y en a d'autres, bien évidemment, et on va passer à la pratique. Alors pour une fois, je ne vais pas commencer par le côté commande, par les commandes via terminal, je vais montrer ça via le mode graphique. Donc je vais attaquer via je vais voir le navigateur, plutôt le gestionnaire des fichiers. J'y arrive. Bien, donc je vais exploiter le mode graphique, c'est-à-dire je vais utiliser le gestionnaire de fichiers, l'explorateur de fichiers de GNOME, et je vais ouvrir, là je suis dans le bureau, je vais ouvrir un dossier. Je vais prendre celui-là par hasard. Alors bref, c'est un répertoire qui s'appelle abs.trad, c'est un site que j'ai téléchargé qui contient la traduction du langage shell. Si vous voulez, ça vous intéresse, vous faites signe, je peux vous l'envoyer. Ou sinon vous pouvez le télécharger pour avoir la traduction des commandes ou le langage shell, donc se trouve sur ce site-là, abs.traduct.org. Donc le dossier s'appelle, justement, je l'ai appelé comme ça, pour que je n'oublie pas d'où vient ce dossier-là. Donc mon dossier qui se trouve sur le bureau, lui-même se trouve sur le dossier personnel, à savoir /home/utilisateur. Donc voilà, j'ai ici des fichiers, je vais enlever ce fichier pour le moment. Donc j'ai des fichiers ici, des fichiers HTML, j'ai des images, voilà, une image PNG, j'ai ici de CSS, et voilà, notre image, etc., etc. Et je vais sélectionner quelques fichiers. Donc je vais prendre, je clique, j'appuie sur la touche CTRL pour avoir sélectionné plusieurs fichiers. Donc je prends celui-là, celui-là, et pourquoi pas celui-là. Voilà ces trois fichiers, c'est 6 fichiers, côté droit de la souris. Et si vous regardez, le gestionnaire de fichiers, c'est-à-dire l'explorateur GNOME de fichiers, il m'offre un menu contextuel, comme vous avez sur votre système d'exploitation Windows, etc. Et dans le menu contextuel qui m'est fourni, il y a, si vous le remarquez, il y a compressé. Compressé, c'est-à-dire, je peux faire la compression de ces 6 fichiers sélectionnés. Voilà, on va le faire donc, avec la souris.
On passera tout à l'heure sur le mode commande, le mode terminal, pour que vous puissiez faire les choses. Parce que, comme vous le savez, le mode graphique n'est pas très très riche, n'offre pas beaucoup de possibilités, n'offre pas toutes les facilités ou toute la force, ou je dis, toute la richesse des différentes commandes qu'on va utiliser. Donc là, c'est un outil qui va faire de la compression et on va voir cette petite fenêtre, il faut l'analyser, éviter de cliquer, chercher à cliquer, essayer de l'analyser. Donc le nom du fichier qui sera résultat de la compression, on le met là. Donc là, je vais enlever ce nom-là, je vais mettre compression, c'est-à-dire c'est un fichier que j'appelle compression. Voilà l'extension ou le type avec quoi je vais faire la compression. Waouh! Donc là, déjà, en cliquant sur ça, vous voyez que vous pouvez faire de la compression de plusieurs types. Donc là, vous avez plusieurs formats et plusieurs commandes qui permettent de faire. Parce que selon le format utilisé, vous allez voir que le système va choisir, puisque c'est graphique, il va déclencher, il va exécuter la commande qui permet d'avoir le format. Donc là, vous voyez, c'est 7Z ou 7zip. Ça vous donne quelque chose, une idée, parce que 7zip, il existe également sur Windows. Il y a AR, il y a CPO, etc., il y a JAR, il y a TAR, il y a plusieurs formats, il y a le format zip, etc. Donc moi, je vais garder ce format-là, TAR GZ. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu la commande TAR. Autrement dit, maintenant, lorsque je fais la compression de ces 6 fichiers, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un TAR, il va fabriquer une archive et il va la compresser. Et la compression sera sous un format de compression GZ. GZ, c'est-à-dire il va utiliser un algorithme. Donc là, je vais la garder GZ par défaut, mais je voulais vous montrer ça parce qu'on va voir qu'il y a une différence entre ces différents moyens que vous voulez avoir. Il y a même le format ISO. J'en ai déjà parlé lorsque vous parlez de format ISO, lorsque vous cherchez une image de système d'exploitation, en particulier système Linux ou Ubuntu, vous l'avez généralement au format ISO. Format ISO, c'est quoi? C'est une sorte d'archive. Parce que dans ce format-là, dans ce fichier Ubuntu que vous téléchargez, format ISO, Ubuntu ou autre, ou d'autres distributions telles que Fedora, telles que CentOS, etc., eh bien, vous avez généralement des images ISO. Même Windows 10, vous pouvez télécharger son image ISO. Autrement dit, vous allez télécharger une archive avec des fichiers compressés. Et tous les fichiers système, etc., seront mis dans un seul fichier. Bien. Donc, voilà, ceci étant dit. L'emplacement, c'est-à-dire où je vais mettre mon fichier que je vais fabriquer. C'est-à-dire le fichier compressé qui contient la compression de ces 6 fichiers, où est-ce que je le mets? Donc à moi de choisir, naviguer, bien sûr, je peux le mettre n'importe où. Donc je peux le mettre sur dossier personnel, sur le bureau, etc. Donc je le garde ici. Et ici, vous avez des options qui sont désactivées pour le moment, on verra pourquoi. Et vous pouvez, avec votre fichier compressé, vous pouvez lui attribuer un mot de passe. C'est-à-dire, seule la personne qui connaît le mot de passe qui pourra le faire. C'est-à-dire pourra faire la décompression. Enfin, le faire, c'est-à-dire, je parle décompression. C'est-à-dire que vous sécurisez votre fichier compressé. Si par hasard vous le perdez, vous avez des documents personnels et par hasard ça tombe entre les mains de X. Donc, il y a moyen de sécuriser cette compression. Autrement dit, seules les personnes qui disposent du mot de passe peuvent le faire. Bien, je ne vais pas le faire pour le moment, on est au début. Donc voilà mes 6 fichiers et je vais faire la compression. Pourquoi j'ai pas fait? J'aurais dû faire créer. Bref, donc je vais écrire la chose, compression, ou plutôt faire comp, voilà, pour simplifier. Et je demande de créer. Donc ce sera ce format-là, tar.gz, etc. Créer. Voilà, donc le fichier comp.tar.gz a été créé avec succès. Autrement dit, la commande retourne 0. Si vous vous rappelez, c'est-à-dire point d'interrogation contient 0 puisque l'opération s'est bien faite. Donc là, je ferme ma fenêtre là. Et voilà mon fichier, le fichier qu'il a créé.
Donc il lui donne cette icône, ce symbole-là, et si on regarde ce fichier-là, voilà, ce fichier, si je le regarde, propriété, donc voilà, il s'appelle comme ça, il me dit, le type, c'est une archive tar compressée avec gzip, voilà, très important, pourquoi j'ai fait ça? C'est-à-dire, quelle commande le système a utilisé, c'est-à-dire lorsque je fais d'une manière graphique, je ne suis pas naïf, je ne vais pas rester ignorant. Si vous faites regarder les propriétés des fichiers, vous saurez facilement comment l'outil, enfin, votre outil là, de gestion de fichiers, il a fait la compression. Donc voilà, il a archive compressée avec cet outil-là, même si vous ne l'avez pas fait avec la commande, vous l'avez fait d'une manière graphique. La taille de ce fichier, il est de 25, etc. Et voilà l'emplacement, il se trouve ici, la date d'accès, enfin le dernier d'accès et modification, etc., etc. Donc là, les informations classiques, bien sûr avec les permissions, donc moi j'ai le droit de le faire, etc. Et je peux l'ouvrir grâce au gestionnaire des archives, si je veux, etc. Ou sinon, je peux changer d'application si cette application n'est pas bonne. Ok. Maintenant, regardons, je ne me rappelle pas des fichiers que j'ai utilisés, je vais afficher en mode détail, de telle sorte que vous regardez un petit peu la taille par rapport aux fichiers que j'ai choisis. Donc j'ai oublié lesquels, mais bref, je vous laisse vous là regarder, vous êtes devant votre terminal, devant la vidéo, vous pouvez regarder la taille. Je ne sais pas, c'est... Voilà. Les fichiers sont ceux-là, peut-être, je ne me rappelle pas bien. Je n'ai pas envie de revenir en arrière pour faire cette chose-là. Bien. Donc, avant de passer au mode commande, je suis allé dans la plateforme Wikipédia. C'est pour vous donner un petit peu, puisque j'ai parlé tout à l'heure, de plusieurs outils qui permettent de faire de la compression. Donc, si sur cette page-là, liste des logiciels de compression de données, il y en a un paquet. Voilà. Donc je vous donne ici un tableau qui permet de récapituler ce que je viens de vous dire. Et en même temps, ce tableau, je le mets sur Wikipédia parce que je n'ai pas trouvé ailleurs. De toute façon, c'est bon, hein, Wikipédia, ce tableau, il est mis à jour chaque fois que vous le consultez. Et ça vous donne un petit peu la liste des outils, la liste des outils qu'on utilise pour faire la compression. Donc bien évidemment, il y a des outils propriétaires, donc autrement dit, que vous ne pouvez utiliser que si vous avez une licence. Donc voilà la liste, je l'ai classée, hein, vous pouvez cliquer ici pour faire le classement qui vous intéresse, donc là, avec cette petite flèche. Donc là j'ai mis au début les outils avec licence libre, ou presque libre, ou parfois open source, ou certaines avec différentes subtilités des logiciels libres. Donc vous avez quand même une bonne dizaine, il y en a même plus, hein, c'est pas exhaustif. Donc là en particulier vous avez le fameux 7-Zip. 7-Zip, je vous rappelle, c'est un outil que je vous conseille souvent. Je conseille souvent aux étudiants d'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est multiplateforme. Voilà, il est sur Windows, hein, sur la colonne Windows, sur DOS, vous pouvez l'exécuter avec la commande DOS, vous pouvez l'utiliser sur macOS, quelle que soit la version, et bien sûr sur les différentes distributions de GNU Linux, et bien sûr BSD, etc., etc. Autre système, donc vous avez ici, même sur Windows, enfin bref, Windows Mobile, il a disparu, mais bref, on vous donne cette possibilité, même sur Windows Mobile, vous avez ça. Donc vous avez ici la liste des outils, enfin des outils qui sont GPL, donc vous pouvez les télécharger en confiance, vous n'avez aucun problème, vous avez le source, c'est ça que l'intérêt, hein, vous avez le source, si ça vous intéresse un jour, de regarder le source et d'étudier l'algorithme. Comment qu'on a développé l'algorithme choisi pour chacun. Donc là, pourquoi pas? Bien sûr, vous avez les logiciels propriétaires. Si par hasard, vous travaillez quelque part un jour et la société où vous travaillez possède la licence, enfin, il a acheté normalement, il a payé ça, puisque le logiciel propriétaire, il faut le payer. Et le problème que ça pose, c'est que vous n'avez pas de source. Voilà, c'est par définition des logiciels propriétaires. Donc il y a des logiciels propriétaires qui sont relativement bons, d'autres moins, etc., etc. Bref, il y a un qui s'appelle WinRAR, que vous connaissez sûrement sur Windows. Donc il tourne sur Windows, sur GNU, etc., etc. Bref, il est là, bref, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, surtout dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui utilisent WinRAR. Moi, je le déconseille, mais bref, c'est pas bon. Bien sûr, il y a WinZip, que beaucoup de gens l'utilisent, malheureusement.
attention, c'est un outil qui tourne que sur Windows, et par définition Windows, donc, etc. Donc, il faut faire attention avec ce genre-là. Donc, pensez toujours à la pérennité, la formation et à l'interopérabilité des outils, et surtout au format. Le problème, c'est le format. Parce qu'imaginez qu'un jour, vous travaillez avec WinZip, etc., et par hasard, vous changez de machine, etc., vous passez à un autre système d'exploitation. Alors, donc là, si vous avez fabriqué des fichiers compression qui coûtent cher, hein, l'information, ça coûte cher. Si vous la compressez avec des outils propriétaires, par exemple, comme celui-là, WinZip, un jour, lorsque vous allez passer sur macOS ou sur GNU Linux, eh ben, vous allez avoir un problème, un sérieux problème. Donc, faites attention au choix. Par la suite, vous serez amené à faire des choix au niveau des outils pour ne pas faire de mauvais choix qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour votre système d'information que vous gérez. Bien. Donc, pour revenir au fichier que nous avons tout à l'heure, que nous avons compressé, que j'ai appelé comp, comp.tar.gz, je ne suis pas obligé de garder ce nom. Bref, je peux lui donner n'importe quel nom. Hein. Les extensions ne sont pas obligatoires. C'est simplement un moyen pour vous rappeler. Ce n'est pas comme Windows. Donc, vous rappelez, le plus important lorsque j'ai regardé propriétés, c'est pour récupérer cette information. C'est pour savoir avec quoi quel est l'outil qui a été utilisé. C'est gzip. Alors, ce gzip là, c'est un outil qui s'appelle GNU-zip, c'est-à-dire pour compresser. C'est un des outils relativement très utilisés. Et relativement très utilisé par la communauté, etc. C'est pas le meilleur, enfin c'est relatif. C'est-à-dire, vous allez voir que comme on l'a déjà vu précédemment, que dans le GNU Linux, vous avez le choix. Vous avez le choix en fonction de vos besoins. C'est ça l'intérêt. On ne vous oblige pas de choisir telle ou telle solution, ou telle commande, ou tel algorithme, ou telle méthode. C'est à vous de voir en fonction de vos choix. Donc, on va étudier ce gzip. Pourquoi on va l'étudier? Parce que là, c'est utilisé, et parce que les autres outils lui ressemblent énormément. C'est-à-dire, vous allez voir que même la syntaxe, il est presque, je ne dis pas identique, mais presque. C'est-à-dire la même philosophie. Donc, voilà la syntaxe de gzip. Voilà, j'ai pris ce site en anglais, hein, parfois. De temps en temps, il faut changer, il faut prendre des sites, et j'estime que ce site-là, il est vraiment intéressant. Il me permet de montrer d'une manière synthétique, il n'y a pas beaucoup de détails, parce que vous avez le strict minimum. Donc la syntaxe générale de gzip est comme suit. Donc gzip, option, fichier. File. Pas files, file. Autrement dit, gzip compresse uniquement un fichier. Un seul fichier. Faites attention à ça. Gzip fait la compression uniquement d'un fichier. Alors vous allez me dire, mais si on a plusieurs fichiers, eh bien si vous avez plusieurs fichiers, eh bien il faut faire tar. Faites un tar, voilà, faites un tar au départ. Vous connaissez, je suppose, vous maîtrisez maintenant la commande tar qui permet de fabriquer des archives. Et ensuite, vous allez le fichier résultat après tar. Donc je rappelle, tar c'est tar CVF. C c'est pour create pour créer une archive, c'est-à-dire regrouper l'ensemble des fichiers, quel que soit leur emplacement, dans un seul fichier. Et ce fichier résultat, vous pouvez maintenant le faire gzip. Bien, donc la fin du fichier, ce sera soit TGZ, soit GZ, c'est-à-dire TGZ, c'est pour dire tar, GNU zip, ou .tar, .gz. Voilà, j'y arrive. Donc la syntaxe n'est pas compliquée. C'est vrai, il y a beaucoup d'options. Mais vous allez voir, on va voir le maximum d'options. Hein, je vais voir même sur le terminal, comme ça on va comprendre ça. CTRL L pour effacer l'écran. Je ne vais pas faire le man gzip. Voilà, vous avez c'est en anglais. Donc, je vais faire simplement la forme du manuel, mais simplifié, enfin, l'essentiel. Donc, autrement dit, gzip-h pour avoir le help. Et avoir le help, c'est-à-dire, ça me donne toutes les formes, enfin, toutes les options que je peux utiliser. Donc, voilà,
etc. Donc l'usage, enfin la syntaxe, c'est gzip, les options, file, sans S. Donc ça permet de faire de la compression et de la décompression du fichier. Donc par défaut, les fichiers en place, etc., etc. Et ici, les options. Donc les options, il y en a un paquet. Alors, on va voir quelques-unes, enfin je ne vais pas voir en détail, et là je vous conseille de passer à la pratique, ouvrez votre terminal, lorsque vous terminez, lorsqu'on va voir ça, ouvrez votre terminal, etc., et commencez à manipuler, etc. Donc là, le "-c", ça permet d'écrire, d'écrire le fichier que vous allez compresser, ça va le mettre sur le standard out, c'est-à-dire sur la sortie standard, sur l'écran. Donc vous pouvez éventuellement l'envoyer, rediriger vers quelque chose. Donc le "-c", ça permet de faire ça. Le "-d", voilà, j'y arrive, voilà, "-d", et bien ça permet de décompresser. Waouh! Donc on a déjà dit qu'il y a gzip, il y a gunzip. Regardez le manuel, là, je vais montrer le manuel une autre fois. Gzip. Donc il y a gzip, il y a la commande gunzip et z4. Donc gunzip, c'est, si vous voulez, c'est la commande qui permet de faire la décompression. Mais vous pouvez décompresser avec gzip sans passer par gzip. Donc à vous de voir, et selon votre cas. Donc c'est très intéressant, ça vous montre un petit peu la richesse et les possibilités. Vous n'avez pas qu'une seule porte. Celui qui a qu'une seule porte, je suis désolé pour lui, vous avez toujours une porte pour aller où vous voulez. Donc là, regardez le manuel de gunzip, c'est une commande, hein, c'est une commande, gunzip. Voilà, pareil, donc c'est presque, j'allais dire, presque la même forme de ça. Et vous pouvez avoir gunzip help. gunzip, pardon, -h. Voilà, vous avez presque les mêmes j'allais dire, presque les mêmes options que pour gzip. Bien, revenons à nos moutons. Et voilà, je suis sur un répertoire, je suis sur le répertoire personnel, donc là, pour qu'on travaille là. Donc je vais au répertoire, je vais au mon bureau pour travailler sur le fameux répertoire que j'ai choisi tout à l'heure. Voilà, ls. Et voilà donc le fichier que j'avais comprimé tout à l'heure. Voilà, il est en rouge, hein, lorsque vous voyez, vous faites un ls-l de répertoire, c'est-à-dire le fichier, etc. Je fais voilà, pour montrer, je vais utiliser la commande file, et je fais comp. Voilà, ça me donne les informations sur mon fichier. Donc, comp.tar, que j'avais fait la compression tout à l'heure en mode graphique, .tar.gz, donc il est fabriqué grâce à gzip, donc compressé, etc. Il vous donne la date, etc. etc. Et il vous indique la date de sa création. Très bien. Alors, pour faire des exercices sur cette chose-là, je vais créer une série de fichiers. Comme ça, vous allez avoir des fichiers relativement simples. Comme ça, ça nous permettra que vous voyez un petit peu ce que je fais. Donc, je vais prendre cette commande-là. Tout le monde là comprend cette commande-là. Ça vous fait un petit rappel, ce que nous avons déjà vu, copier. Je vais à mon terminal. J'efface l'écran. Je copie la commande. Donc là, je fais un petit shell, un petit script sur la même ligne. Donc là, je vais cette commande-là. Point virgule, faire cette commande-là, etc. Point virgule, donne. Autrement dit, une petite boucle qui fait quoi? Cette boucle-là, si vous la regardez doucement, donc for i égale 1, et tant que i est inférieur à 10, et chaque fois i plus 1, donc autrement dit, une petite boucle qui tourne 10 fois, de 0 à 9, et donc là, n'oubliez pas les doubles parenthèses ici, parenthèse, etc., 2 fois. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire do, il va faire echo, donc fichier, double quote, donc là il va remplacer ce $i par 0, 1, 2, 3, etc. Et
Et c'est-à-dire là, on va avoir fichier 0, fichier, etc. Et chaque fois, on va envoyer cette chose-là, on va l'envoyer à fichier 0, etc., etc. On va l'exécuter. Qu'est-ce qu'elle a permis de faire cette commande-là? Eh bien, cette commande m'a permis tout simplement de créer une dizaine de fichiers, de fichier 0, voilà, fichier 0 jusqu'à fichier 9. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chacun, fichier 0, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de fichier 1. Voilà, donc c'est pour fabriquer un exemple. Bien, maintenant on va commencer. Gzip, on va commencer par des exemples simples. Gzip, et je donne fichier 0. Puisque dans la syntaxe, on me dit, voilà, les options ne sont pas obligatoires, je mets gzip fichier 0. Go. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que je fais là? Je suis désolé, j'écris zip, gnu, zip. Voilà. Gzip fiche 0. ls. Donc voilà, tout à l'heure j'avais fiche 0, fiche 1, fiche 3, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ah, le fiche 0 n'est plus. Il a disparu. Il est remplacé par fiche 0.gz. Autrement dit, si vous faites, regardons maintenant la syntaxe, je le fais exprès, cette chose-là, je le fais exprès. Voilà. Donc C, j'ai pas donné de commande, j'ai pas donné de commande. Il a fabriqué lorsque j'ai fait ça, j'ai zip fiche 0, il a remplacé fiche 0 par le fichier compressé. ls, voilà, je vais voir ls-l fichier 0. Donc, mon fichier 0 a disparu. Il est remplacé par celui-là. Alors, tout simplement, parce que je n'ai pas fait attention. La syntaxe, si vous ne donnez pas une option particulière, qui est l'option "-k", et bien le système va remplacer le fichier que vous voulez compresser par le fichier compressé. Pourquoi? Parce que c'est un peu logique. Lorsque vous voulez faire de la compression d'un fichier, c'est que vous voulez réduire la taille de ce fichier et le remplacer par un autre. Donc le remplacer par un autre. Mais si vous ne voulez pas le faire, eh bien vous avez la possibilité. Je vais effacer l'écran, mettre le help. Eh bien vous avez l'option K. Voilà. Si vous regardez cette option. Donc keep, donc simplification, "-k" ou "-keep", donc prononcement là. Donc, autrement dit, ne pas effacer le fichier que j'ai donné. Donc là, je vais le faire avec un autre fichier. Je fais ici 1. Maintenant, si je fais ls, tous les fichiers commencent par fichier. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce qu'il est fichier? Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai oublié le cas. Je vais le faire pour le fichier 2. Donc je vais faire ça pour 2 et je vais faire fichier gzip fichier 2. Voilà. Donc là maintenant j'ai fait la compression 3 fichiers, fichier 0, fichier 1. Pour ces deux-là, il a remplacé. On va voir qu'est-ce qui se passe pour le fichier 2. Et voilà, pour le fichier 2, eh ben j'ai fichier 2 qui est resté, qui n'a pas disparu, et le fichier 2.gz. Donc là, j'ai les deux pour pouvoir comparer. Donc là, pour les comparaisons, il faut faire attention. Vous allez voir qu'ici, la taille a augmenté. C'est un peu bizarre, oui, parce que j'ai un petit fichier, etc. Et il a ajouté des informations, etc. etc. Mais vous allez voir qu'avec des fichiers importants, vous allez voir que vous allez voir la taille de réduction.
Donc là, parce que c'est vraiment, c'est une compression, mais bref, qui n'est pas utile, parce que on ne va pas gagner de place, puisque le fichier il est tout petit, il n'y a pas de moyen d'optimiser pour avoir ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire une copie des fichiers. Je vais prendre des fichiers qui contiennent de l'information, qui contiennent de la chose. Donc, je vais utiliser une commande, c'est en même temps, ça fait une révision. Oh. Étoile.txt. Point. Qu'est-ce que je fais? Je commande la commande copie, $home / étoile.txt, espace point. Autrement dit, je demande à copier tous les fichiers qui se trouvent dans le répertoire home. Donc la variable home contient mon répertoire personnel, qui sont d'extension, qui ne se terminent pas à txt. Je les copie dans point. Copie où? Point, c'est-à-dire, je les copie dans ce répertoire. Alors, au lieu de faire ça, voilà ce que je vais faire. Je vais plutôt créer un autre répertoire. Avant de faire ça, je vais créer d'abord un répertoire. Donc, mkdir, je vais créer un répertoire que j'appelle compression. Compression. Comme ça, je mettrai tout le fichier pour ne pas perdre mon fichier, etc. Et donc, pwd, je prends tous les fichiers que j'ai, tous les fichiers qui commencent par, je copie cp, tous les fichiers qui commencent par fiche, je vais les copier dans le répertoire compression. Et plutôt, je vais faire même un move. Je vais déplacer ces fichiers. Je ne veux pas qu'ils soient là. Je vais les déplacer. MV, je le déplace ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Comp, etc. Donc, je vais le décompresser par la suite, le fichier comp. Donc, je le laisse. Maintenant, allons dans notre répertoire compression que je viens de faire. Qu'est-ce qu'il contient, ce répertoire? Il contient cela. C'est bon. Et voilà, j'efface l'écran. Et je vais copier cp, tous les fichiers qui se trouvent dans le répertoire home. Alors la variable home, je vous le rappelle, echo $home. Voilà, tout le monde a compris. Donc les home / tous les fichiers d'extension txt, enfin qui ne se terminent pas à txt, je les copie sur le répertoire courant, c'est-à-dire dans le répertoire compression. Regardons maintenant les choses. Et bien voilà, j'ai un certain nombre de fichiers. J'ai un certain nombre de fichiers qui sont copiés à partir de ROM qui contiennent fichier txt. On va faire un ls-l. Et je vais faire quoi? Lettre François. Cette lettre François, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle contient. Je vais faire la compression de ce fichier-là. Donc, gzip, GNU. Compression, le compresseur de GNU, lettre, voilà, je vais faire un "-k pour garder le fichier, lettre, entrée. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je viens de faire la compression de ce fichier-là, lettre, et en utilisant l'option "-k, c'est-à-dire, je ne veux pas qu'il efface le fichier d'origine. Donc là, si vous regardez, voilà mon fichier compressé, et voilà le fichier d'origine. Donc si vous regardez là, mon fichier d'origine contient combien? 1003. Et après compression, c'est presque 40%. Donc 606. Donc la taille de ce fichier après compression, c'est 606 octets. Alors que le fichier initial contient ça. Donc là, vous avez des ratios, vous pouvez avoir des ratios beaucoup plus importants. Je vais faire, voilà, je vais refaire la compression enfin plutôt ce fichier-là. Et je vais la refaire, mais maintenant avec j'ajoute une autre option, "-9". Donc je fais la compression à nouveau de ce fichier. Donc gzip-k pour garder, pour qu'il n'efface pas le fichier initial. Et j'ai mis l'option "-9, parce que ça fait partie des options, je vais vous la montrer une autre fois. Donc là, c'est normal, il me dit lettre françois.cz already exists. Do you wish to overwrite yes or no? Yes. Très bien. On va faire un autre coup de ls-l. Voilà, c'est presque pareil. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la taille.
La taille. La taille, c'est ça qui m'intéresse. C'est la taille, ça n'a pas bougé. Alors, je vous montre le help, plutôt gzip, -h, pour voir le -9. Donc, le -9, ça permet de faire une bonne compression, c'est-à-dire une compression avec le optimal, la plus petite, c'est-à-dire, voilà, de baisse. À l'inverse de fast, c'est la plus rapide. On va la faire. Donc, on a fait la meilleure. La meilleure, c'est des points de vue de taille. Elle est bien comprimée. Maintenant, je vais faire là, mais je vais faire une compression très rapide. On va voir ce que ça va donner dans la taille. Donc, rappelez-vous qu'avec -9, ça nous donnait 606. Donc, je vais écraser. Je vais regarder la taille. Voilà. Là, c'est plus rapide, mais la taille elle est beaucoup plus grande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cette option. Face sur l'écran. Donc, si vous voulez avoir une compression qui permet de réduire le maximum possible par rapport à gzip, bien sûr, c'est -9. Sinon, vous pouvez utiliser -0, -1, -3, -4, -5, donc selon, etc. Donc, en moyenne, généralement, le système utilise -6. Donc, mais alors, celle-là, la -9, c'est la meilleure, c'est-à-dire la plus comprimée, si vous voulez, et la -1, c'est la moins comprimée. Alors, on va s'amuser, on va faire -0. Je pense que -0, ça marche, même si ce n'est pas marqué sur la syntaxe. Je vais faire 0 pour voir. Non, il n'accepte pas parce que, bref, ça a existé dans certaines versions. Bref, maintenant, je vais mettre donc -1. Yes. ls-l 615. On va mettre -6. -6, alors regardez, hein, 615, la taille du fichier 615. Je vais 6, donc j'écrase, on va voir la taille, 606. Donc même si je fais -9, vous l'avez remarqué, il va faire 606. Donc il n'y a pas plus, on ne peut pas aller au-delà de ça. Mais parfois, pour certains fichiers, vous allez avoir du gain. Sauf que, il faut faire un choix entre deux choses. Entre la taille, avec le niveau de compression et la vitesse. Donc si vous mettez un très haut niveau de compression, best, donc soit -9, soit double-best, c'est-à-dire vous allez avoir une bonne compression, compression better. Sinon, donc là, ça sera plus long, ça va demander du temps. Par contre, si vous faites des tirés 1, 2, 3, 4, etc., ça va être rapide, compress faster, donc au double-tiré fast, ça va être très rapide, mais ça sera d'un niveau moins de ça. Donc voilà, si vous voulez quelques options. Donc on a vu C-D, oui, on va voir -D. -D, ls. Donc vous l'avez remarqué, fichier 1 a disparu. Il a été remplacé par ça. Donc on va faire zip, -D, et on va faire fichier 1.gz. C'est-à-dire je vais décompresser mon fichier 1 que je viens de compresser avec gzip et avec l'option -D. Voilà, on va voir qu'est-ce que s'est passé. Et bien voilà, je viens de le décompresser fichier 1. Et voilà, mon fichier 1, après décompression, il revient. Donc, il a supprimé le fichier fiche1.gz. On va faire pareil pour fichier 2. Ou plutôt, on peut faire g1zip. Et on va donner ce fichier 2. Oui, fichier 2, il existe. Non, donc je veux pas, c'est pas pour celui-là, je vais faire pour lequel 00. Donc je vais arrêter cette commande. Je vais faire pour 0. J'ai un zip. Donc, je fais de manière, soit gzip-d pour décompresse comme option. Je donne le fichier, donc il m'a créé fiche 1. Là, la deuxième manière, j'ai utilisé la commande g1zip, fichier 2,
.gz, et, enfin pardon, fichier, donc je l'ai arrêté, j'ai fait g1zip, fichier 0.gz, c'est-à-dire ce fichier-là, je l'ai décompressé grâce à g1zip. Donc vous avez plusieurs, comme j'ai dit, vous avez plusieurs manières de faire la même chose, enfin le même besoin, à vous de choisir et de choisir celui que vous maîtrisez le mieux. Bien, donc pour que vous puissiez prendre des notes, je vais vous montrer un petit peu cette URL qui vous montre un petit peu la différence entre les différents types de compression. Disons que chaque compression, on l'a déjà vu, c'est des algorithmes mathématiques développés par des matheux, des informaticiens, etc. Donc il y a gzip, il y a B, c'est un type de compression, on verra comment on l'appelle techniquement, ça s'appelle un deflate, et bzip2 et xz. Il y en a d'autres, hein, mais les plus importants, les plus connus, ce sont ceux-là. Donc sachez que le gzip utilise l'algorithme de compression deflate, on l'appelle comme ça, c'est une manière, enfin c'est un nom qu'on a donné à celui-là, à ce gzip. Pour bzip2, eh il utilise un autre algorithme qu'on appelle bzip2. Donc on le donne même, c'est pour ça que la commande s'appelle bzip2. Et il y a un troisième, xz, utilise un algorithme de compression qu'on appelle lzma2, comme celui utilisé par 7zip. Donc c'est pour ça que je le conseille. Bref, ce n'est pas le meilleur, mais disons qu'il est pas mal. Il est un petit peu entre les deux, entre gzip et bzip2. Donc si vous voulez, point de vue au niveau performance, c'est-à-dire lequel est le mieux par rapport. Donc si vous voulez, si vous cherchez, c'est la vitesse qui vous intéresse. Si vous voulez avoir des algorithmes rapides, donc c'est-à-dire rapide, donc vous avez gzip qui est plus rapide. Et xz après, donc là si vous voulez, celui-là est supérieur, point de vue rapidité, vitesse, est plus rapide que xz, et plus rapide que bzip2. Autrement dit, si vous cherchez le temps, côté performance, c'est le temps qui vous intéresse, donc vous utilisez celui-là. Si vous cherchez à avoir des bonnes compressions, eh ben généralement le meilleur de point de vue compression, c'est bzip2. Donc c'est pour ça que vous allez trouver dans beaucoup de sites ce format bzip2, qu'on va voir rapidement, je vous donne des exemples. Donc la vitesse de compression du rapide au long, donc c'est celui-là, etc. Taux de compression. Donc le taux de compression, c'est-à-dire meilleur, du meilleur au moins bon. Donc le taux de compression, c'est celui-là, ensuite celui-là. La compatibilité, donc Linux, vous avez celui-là qui est très compatible, etc., compatible Windows, etc. Donc là, ça vous donne une idée sur ça. Pourquoi je vous fais ça? C'est parce que j'ai envie, j'ai envie de faire ls-l, ls, voilà, il est là. Je vais faire la compression avec bzip2. D'abord, on va faire bzip2 help, c'est pareil, hein, c'est -h. Et vous allez remarquer, c'est presque les mêmes options. Je dis bien presque, faites attention, presque les mêmes options. Donc je vais faire bzip2 -k pour notre fichier que j'ai utilisé tout à l'heure. Ça veut dire la lettre underscore François. ls-l la coïncidence bizarre, c'est-à-dire lorsque j'ai fait avec bzip2, là je crois que celui-là je l'ai fait avec gzip avec -9, c'est-à-dire le plus comprimé possible. Là je l'ai fait avec bzip2, il m'a donné 612, donc théoriquement je devrais avoir moins, mais bref, j'ai ça. Je vais regarder la syntaxe, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une syntaxe beaucoup plus... Voilà, je vais faire bzip2, je vais utiliser bzip2, mais avec une option -9. On va voir ce que ça va donner comme taille. Already exist. Je vais faire, donc là pour forcer, voilà, je vais forcer. Je vais faire un -f. -f. Voilà. Donc là, forcer, hein, c'est
pour écraser si le fichier par hasard existe. On va voir un autre ls-l, bzip2, voilà, il reste presque la même taille. Donc, mais théoriquement, c'est ça. Donc peut-être que ça dépend des types de fichiers, ça dépend de la nature de l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier, etc. etc. Donc lettre, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Bref, c'est le fichier texte, etc. Donc c'est pour ça que il m'a donné, bref, les détails, comment dirais-je, des détails ls-l. Moi, si je vais refaire gzip, gzip de ce fichier. Je l'écrase, ls-l. Oui, mais il reste quand même de taille inférieure. Mais théoriquement, je vous dis, il n'y a pas d'exemple, je ne l'ai pas sur la main, mais on peut trouver des fichiers plus réduits que ça. Ou plutôt, je vais faire, au lieu de faire ce fichier-là, je vais utiliser le fichier cal, le fichier que j'ai ici, cal 2020. Le fichier qu'on avait fabriqué auparavant. OK, on va faire un bzip, bzip2, bzip2, ls-l, on va chercher les fichiers cal. Bizarre, là c'est bzip2, il est toujours supérieur. Et théoriquement, ça devrait être inférieur. Donc là, si vous regardez, regardez la taille du fichier initial, cal 2020, c'est 2187 octets. Et lorsque j'ai utilisé l'un des deux, vous avez remarqué que la taille a été réduite plus que 25%, presque plus que 25%. Donc vous pouvez avoir des réductions de taille beaucoup plus importantes entre fichiers. Il y a des fichiers, vous pouvez avoir beaucoup plus que d'autres moins, etc., etc.